All right. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de t'enlever le masque. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Cette belle journée ensoleillée pour parler de revenus de base. Alors, c'est un des derniers événements de la Semaine internationale de revenus de base. Alors, il y a des événements à travers le monde, dans je ne sais pas combien de pays, où on milite et on demande un revenu de base pour tous les membres de la société. Alors aujourd'hui, on a plusieurs panélistes très intéressants et je suis très content qu'ils sont venus. On va demander à chaque panéliste de présenter leur point de vue sur le revenu de base, comment ils sont arrivés à l'idée, qu'est-ce qu'ils en pensent pour le Québec, pour le Canada, pour Montréal. Et par la suite, on va faire une période de questions et réponses. Chaque panéliste va avoir environ 10 minutes pour présenter leur point de vue sur le revenu de base. Et ensuite, questions et réponses, on va rester ici jusqu'à temps que toutes vos questions on répond à toutes vos questions. Alors, j'ai Pierre Madden ici à ma gauche. Je vais demander à chaque personne de se présenter eux-mêmes. Je pense que ça va être un peu plus efficace que si moi je présente. Julie Miville-Deschênes? Non. Miville, excusez-moi. Laurence Dubuc en arrière ici. Et on attend une autre panéliste, Sylvia, qu'on espère va arriver sous peu, mais on va quand même commencer. Alors, j'invite notre sénatrice Julie Miville-Deschênes à commencer les présentations. Merci beaucoup. Et je vais nettoyer le micro par précaution. Sur le côté. Non, c'est parce que ça serait très gênant, là, tu sais. Ouais, non, on veut pas... Il y a déjà plusieurs parlementaires qui sont hors jeu. Ah ouais? Parce qu'ils ont fait du karaoké. Julie, on a vraiment besoin que ce soit au micro parce que sinon, ça ira pas sur J'arrive. Zoom. Ouais, Merci, je suis en train Mais de... je suis trop petite. Ah, on va le baisser. Non, mais tu peux juste baisser l'orientation. Ça? Changer le... Ok. Ouais. Bonjour tout le monde. Excusez-moi. Comme ça, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Donc, comme vous le disait notre présentateur, merci. Mon nom est Julie Miville-Deschênes. Je suis une sénatrice indépendante. C'est relativement nouveau dans ma vie. Ça fait seulement 2 ans. Avant, j'ai été longuement une journaliste au Québec, à Radio-Canada plus précisément. Et j'ai aussi été présidente du Conseil du statut de la femme. Ça n'a pas l'air de porter trop? Non, faut pas que ça porte trop. Ok. C'est parfait. Donc, j'ai été présidente du Conseil du statut de la femme pendant 5 ans. Donc, j'ai beaucoup touché à des enjeux touchant les femmes les plus vulnérables dans ces conditions-là. Donc, je remercie Claudia Leduc d'avoir pensé à m'inviter à prendre la parole. Et je veux saluer d'abord les efforts de groupes comme Revenu de base Québec. Parce que quand on est parlementaire, si on n'a pas d'appui dans la population, si on n'a pas de gens qui parlent, qui amplifient nos voix, eh bien, on n'est rien. Alors, je fais partie des 50 sénatrices et sénateurs indépendants qui ont signé une lettre ouverte au premier ministre Trudeau le 21 avril dernier sur cet enjeu. Alors, à cette époque-là, rappelez-vous, la COVID-19 nous avait engloutis, la prestation canadienne d'urgence, la PCU, venait d'être mise en place, mais plusieurs sénateurs étaient inquiets car il y avait encore beaucoup de gens vulnérables et démunis, des laissés pour compte qui étaient non admissibles à cette PCU. Alors la lettre demandait très poliment, très diplomatiquement, de verser un revenu minimal à tous ceux dans le besoin durant la crise et une fois l'urgence passée, d'élaborer des réformes sociales et économiques. Alors c'était un appel à l'action et c'est la moitié du Sénat donc, qui a signé parce que le Sénat, en ce moment, on est 98 sénateurs. Alors ça a donné un nouveau souffle au débat sur le revenu minimum garanti. Là-dessus, je veux rendre hommage à mon infatigable collègue sénatrice Kim Pate, qui a été la bougie d'allumage et a mené cette campagne sans relâche. Le Sénat, vous le savez, est une institution qui fait l'objet de beaucoup de critiques, particulièrement au Québec. Je sais que certaines sont très justifiées, mais il ne faut pas perdre de vue que parfois le Sénat fait du bon. Donc, sur cette question-là, le gouvernement Trudeau, il faut le dire quand même, n'a pas donné suite à cet appel des sénateurs et n'a pas versé de revenu minimal garanti à tous durant la pandémie, mais il a prolongé la PCU et il modifie les règles de l'assurance chômage. Mais ce qui est probablement encore plus intéressant
et je sais que mon collègue Pierre Madeleine va en parler peut-être un peu plus longuement, la pression s'est accentuée, tant et si bien que le caucus des députés libéraux fédéraux fait de la question du revenu de base une résolution de politique prioritaire, proposition qui sera débattue et soumise lors du vote au Congrès libéral à la mi-novembre. Alors ça, c'est un débat significatif. Je sais que pour vous, c'est de la politique, mais tout ce dont on discute en politique, et particulièrement dans les congrès, ça donne de la visibilité à des enjeux, et surtout que là, c'est le parti qui détient le pouvoir, et c'est dans ce parti que le débat va avoir lieu au Congrès. Donc, le revenu minimum garanti, c'est une proposition évidemment séduisante, car depuis 50 ans, depuis le rapport Kroll, le rapport du Sénat, sur la nécessité des stratégies anti-pauvreté, les gouvernements se sont attaqués aux symptômes de la pauvreté et non à ses racines. Je suis impliquée dans une banque alimentaire de Pointe-Saint-Charles, Partageons l'espoir, où je suis témoin de la demande grandissante pour les paniers depuis le début de la pandémie. Je constate souvent avec tristesse la résignation et une certaine gêne chez ces personnes démunies. Nous pouvons faire mieux comme société. Le chèque de 690 $ d'aide sociale par mois pour les personnes seules est insuffisant pour manger sainement. Et si le prestataire gagne plus de 200 $ par mois car il a déniché un petit emploi temporaire, son chèque est amputé. Ce sont ces règles qui me déplaisent souverainement. Des règles rigides qui plongent les assistés sociaux dans le cercle vicieux de la pauvreté et de la dépendance. Pourquoi imposer ces maigres gains à 100% lorsque les revenus des plus fortunés sont imposés à 50%? En même temps, il faut faire preuve d'équité pour les travailleurs au bas de l'échelle, qui en arrachent. Eux aussi devraient pouvoir compter sur une prime de travail bonifiée pour joindre les deux bouts ou un revenu minimum garanti. Je suis toutefois dans le camp des pragmatiques et là-dessus, Pierre Madeleine et moi, nous avons des discussions intéressantes et on n'est pas toujours d'accord, mais du débat jaillit la lumière. Étant donné le partage des compétences fédérales provinciales et surtout les différences et la complexité des filets de sécurité sociaux provinciaux, il m'apparaît difficile d'imaginer que l'on puisse instaurer maintenant un revenu de base garanti qui coûterait au bas mot, selon le directeur parlementaire du budget à Ottawa, 76 milliards de dollars par an, si on verse 1 300 $ par mois aux citoyens faibles revenus. Il faut donc des pourparlers sérieux entre le fédéral et les provinces en amont. L'île du Prince-Édouard a exprimé son intérêt. La Colombie-Britannique souhaite des consultations avec Ottawa à ce sujet. Son panel d'experts doit remettre son rapport fin décembre et faire la synthèse d'une quarantaine d'études contradictoires. Donc il y a du mouvement et il faut compter sur ce mouvement dans les provinces qui vont elles aussi faire pression sur Ottawa pour que le débat continue. Mais dès maintenant, on peut travailler sur cet enjeu sérieusement. Voici comment, à mon avis. Alors, je crois à la nécessité d'un projet pilote qui durera plus d'1 an pour tester plus à fond le modèle qui n'a pas été mis à l'épreuve suffisamment, à mon avis. Le récent projet en Ontario n'a duré qu'1 an, ce qui est trop peu selon moi pour évaluer l'effet d'un programme sur les comportements. Un signe encourageant tout de même, en Ontario, on a trouvé que les participants du projet pilote étaient en meilleure santé et que ce revenu garanti n'était pas un désincitatif au travail. Donc, l'expérience devait durer 3 ans. Elle a été interrompue. Je suis donc d'accord avec le comité sénatorial des finances qui a recommandé que le gouvernement considère de façon prioritaire, juste et en profondeur le revenu minimum garanti. J'en suis arrivée à cette approche plus étapiste après beaucoup de lectures et de discussions. D'autres au Sénat croient qu'un autre projet pilote est inutile. Nous sommes 50 et nous avons entre nous des débats, un peu j'imagine comme parmi les gens qui appartiennent à cette coalition au Québec. Donc d'autres sénateurs croient qu'un projet pilote est inutile et les économistes, comme vous le savez, sont divisés sur la question. Au Québec, un comité d'experts a écarté en 2017 l'idée d'implanter une forme absolue de revenu de base, mais il y a quand même des choses qui nous donnent espoir. En 2018, le Québec a bonifié les prestations de 85 000 Québécois handicapés ayant des contraintes importantes à l'emploi et c'est une réforme qui permet le cumul du revenu. C'est donc une forme de revenu de base pour un segment de la population particulièrement vulnérable. Et on a déjà aussi, ne pas oublier, 2 programmes qui s'apparentent à un revenu de base pour les familles, l'allocation canadienne pour enfants
et pour les personnes âgées, les pensions de vieillesse avec le supplément de revenu garanti. Ce sur quoi il y a unanimité, c'est sur les coûts de la pauvreté. 3 200 000 Canadiens, 9% donc de la population, qui vit sous le seuil de la pauvreté en 2018. Ce manque d'argent a un effet sur tous les autres indicateurs de ces personnes: santé, éducation, famille, accès à la justice. Statistique Canada a publié début 2020 une étude démontrant une corrélation entre l'inégalité des revenus et la mort prématurée de 4 000 Canadiens par an. C'est l'équivalent de 110 citoyens mourant prématurément chaque jour parce qu'ils sont pauvres. C'est navrant, vraiment navrant. Au-delà des chiffres, la pauvreté réduit aussi la dignité des êtres humains. Les programmes tels qu'ils sont conçus donnent prise à des préjugés envers les plus pauvres. Ils les humilient. Je crains également qu'il y ait de plus en plus de personnes démunies aux prises avec la maladie mentale qui tombent entre les cracks d'un système complexe et bureaucratisé. La pandémie a accéléré le débat et une prise de conscience sur les réalités de la pauvreté et du racisme. Des parlementaires, députés et sénateurs vont continuer à demander des réformes. Personne, toutefois, ne croit que le discours du trône de la semaine prochaine fasse des promesses spécifiques sur le revenu de base. Mais ce qui a été pendant des années une idée marginale est maintenant ancré dans un sérieux débat de société. Et les sondages montrent que la majorité de la population est pour. C'est ainsi que les choses avancent. Et en soi, cela donne de l'espoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'inviterai Pierre Madden maintenant à faire une intervention. Peut-être le mettre sur ça au lieu de le mettre sur le micro. Ah, OK. Ouais, je peux le faire. Si tu veux. Oh my god. On fait des micros. Je ne l'ai pas touché. Ça, Pierre? Oui. OK. Bon. Je vais changer de ton. J'appuie le revenu de base parce que c'est injuste de placer une personne, de se placer entre une personne et les ressources dont elle a besoin pour survivre. Et c'est exactement ce que nous faisons partout dans le monde aujourd'hui. La pauvreté n'est pas une fatalité. Les gens ne se plongent pas d'eux-mêmes dans la pauvreté. La pauvreté est un manque d'accès aux ressources. Et le monde est plein de ressources. La seule raison pour laquelle vous n'avez pas accès aux ressources dont vous avez besoin pour survivre, c'est que quelqu'un d'autre les contrôle. Que ce soit un propriétaire, un politburo, une bureaucratie, peu importe. Si ce n'est pas vous que vous devez faire ce qu'ils vous disent pour les utiliser, vous n'êtes pas libre. La liberté, c'est l'indépendance. La liberté, c'est le pouvoir de dire non à ceux qui veulent vous donner des ordres. Nous avons créé un monde où il semble tout à fait naturel que certaines personnes possèdent la terre. Et nous, les autres, les 90%, les 99%, nous devons aller les voir pour obtenir notre boulot, ou alors nous n'avons pas les ressources nécessaires pour survivre. C'est ce que nous appelons le travail. Et c'est comme s'il n'y avait aucune autre sorte. Comme si la seule chose que le travail pouvait signifier, c'était d'aller se plier aux ordres de quelqu'un qui a plus de privilèges que nous. Travailler pour soi-même est devenu impossible. Il n'y a rien de mauvais dans le travail comme tel. Le travail ne prive pas de liberté. Ce qui empêche d'être libre, c'est quand, plutôt que je veux que vous travailliez pour moi et je vais vous payer suffisamment pour que vous vouliez travailler pour moi, c'est je vais vous prendre tout et vous asservir par la fin. Un petit groupe de propriétaires a pris toutes les ressources. Ils n'ont pas inventé ces ressources. Ces ressources étaient là avant nous tous. Et ce groupe de personnes, ce petit groupe de personnes privilégiées, va prendre toutes les ressources et ne les partagera avec personne jusqu'à ce que les gens qui n'ont rien fournissent des services aux gens qui possèdent déjà tout.
C'est pourquoi, lorsque nous contrôlons les ressources, contrôlons aussi les autres personnes. L'obligation doit aller dans l'autre sens. Au lieu que les pauvres soient obligés de travailler pour les riches devraient être obligés de travailler pour les pauvres. La seule chose qui justifie la possession de ressources, plus que les autres, un meilleur accès, plus de contrôle sur les ressources, en utiliser ou en consommer plus que les autres, c'est de fournir à ces autres une forme de service. Les autres, c'est nous autres. C'est pourquoi nous devons taxer les propriétaires de biens. Tous les biens sont faits de ressources. Alors, ils vous diront qu'ils ont payé pour ces ressources. Non, ils ont payé le dernier propriétaire. Ils n'ont pas payé tous ceux d'entre nous qui ne possèdent pas de ressources. Si vous voulez prendre une partie de la terre qui était là bien avant tous, vous devez rembourser, fournir un service à ceux qui ne possèdent rien. C'est pourquoi vous devez payer une taxe sur les ressources de tout le monde, et la distribution de la recette de cette taxe doit être inconditionnelle. Alors ils diront que c'est donner quelque chose pour rien, mais c'est exactement l'inverse. Le système que nous avons maintenant, c'est quelque chose pour rien, où les gens qui possèdent la terre ne payent rien à ceux d'entre nous qui doivent donc se passer de ces richesses. Ça, c'est quelque chose pour rien. Nous nous disons libres parce que nous pouvons choisir notre boss. Le choix de maître, ce n'est pas de la liberté, c'est l'indépendance. C'est de l'indépendance. La liberté, c'est l'indépendance. La liberté, c'est le pouvoir de dire non à celui qui voudrait être notre boss. Alors, chacun reçoit une partie des ressources de cette terre, assez pour vivre dans la dignité, assez pour survivre. Alors, ils diront, mais tous ces travailleurs paresseux ne travailleront pas si on fait ça. Remarquez que ce sont toujours les travailleurs paresseux et jamais les employeurs radins. Non, on ne dit jamais ça. Quand quelqu'un offre un emploi et que l'autre n'en veut pas, c'est un conflit sur les salaires et les conditions de travail. Chacun a son prix, non? S'il y a un bon salaire, de bonnes conditions de travail, quelqu'un va prendre cet emploi. Si on dit que, quel que soit le salaire, si vous ne prenez pas ce job, vous êtes le travailleur paresseux, mais c'est jamais l'employeur qui exploite, alors on prend parti. On se range du côté de la personne la plus privilégiée. On juge moralement la personne la moins puissante, la plus vulnérable. On laisse les privilégiés au-dessus de tout reproche, comme s'ils n'étaient même pas partis au conflit. C'est comme ça que le système fonctionne aujourd'hui. Ceci est basé sur une hypothèse ridicule, selon laquelle les privilégiés de ce monde, gouvernants ou propriétaires privés, ont le droit de juger tous les autres. Ils jugent les faibles et les vulnérables. Ils disent, vous méritez de vivre, pas vous. Vous, devenez sans-abri, vous, allez manger dans les poubelles, faites tout ce que vous devez faire pour rester en vie. C'est l'hypothèse ridicule selon laquelle il y a des gens qui ne méritent pas les ressources de base dont ils ont besoin pour survivre et que les personnes privilégiées ont le droit de juger si les personnes non privilégiées méritent de survivre. Cette hypothèse est intéressée et arrangée avec le gars des vues. La première chose qu'on demande aux pauvres, c'est si vous êtes vraiment dans le besoin, êtes-vous prêt à travailler pour les riches? Êtes-vous prêt à travailler pour les gens qui possèdent tout? C'est ce que vous devez faire pour prouver que vous êtes méritant. Pour la plupart d'entre nous, c'est un cul-de-sac. On n'a pas assez de biens pour travailler pour nous-mêmes. La grande majorité d'entre nous doit travailler pour quelqu'un qui possède suffisamment de biens pour nous engager. Parce que les plus privilégiés peuvent priver les moins privilégiés de ressources dont ils ont besoin pour survivre, nous avons créé une situation où presque tout le monde doit travailler directement ou indirectement pour les riches. Et ça crée ce terrible problème de l'incitation au travail.
Lorsqu'on parle d'incitation, on ne parle que des incitatifs au travail pour ces travailleurs paresseux. On fait quoi avec l'incitation de ces employeurs cheap à verser de bons salaires? La plupart des gens travaillent autant que leurs parents il y a 40 ans et produisent le double. Pourtant, ils ne consomment pas plus qu'eux. Où est allée l'autre moitié de leur productivité? Le revenu de base n'est pas seulement destiné aux personnes qui se trouvent au bas de l'échelle. C'est pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de travailler pour gagner leur vie. Nous nous devons mutuellement un revenu de base. Non pas parce qu'une personne morte depuis longtemps a volé quelque chose à une autre personne morte depuis longtemps. Non, parce qu'un système qui privilégie certains, parce qu'on a un système qui privilégie certains, appauvrit d'autres et nous corrompt tous. Nous nous devons tous un revenu de base inconditionnel maintenant. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui et je vous remercie de vous joindre à moi. Laurence. Je pense que c'est pour les moustiques. Bon, Oui, pas de problème. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Non? Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est bon, le micro. Vous êtes trop grand. Un, deux. C'est mieux? Oui, OK. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Laurence Dubuc et je suis une chercheure en relations industrielles à l'Université de Montréal où j'étudie les conditions socio-économiques des artistes et puis les pistes institutionnelles d'amélioration du travail d'artistes et de leurs conditions de vie. J'ai été recrutée par le Ontario Basic Income Network au début de l'été, en fait, pour participer à l'organisation de la campagne en faveur d'un revenu minimum garanti. Et donc, c'est à travers ces activités-là que j'ai rencontré Claudia Leduc de Revenu de base Québec. Et donc, je la remercie de m'avoir invitée à parler aujourd'hui pour parler plus spécifiquement des enjeux qui touchent les communautés artistiques. C'était pas quelque chose qui était prévu, mais en fait, suite à l'appel que j'ai lancé sur Facebook cette semaine, il y a eu vraiment un niveau d'engouement tellement important des communautés artistiques que Claudia donc m'a invité à dire quelques mots aujourd'hui. Donc, j'ai un statement que j'ai préparé, mais je vais terminer aussi en lisant des témoignages d'artistes qui m'ont expliqué, dans le fond, comment est-ce qu'un revenu minimum garanti, ça pourrait participer à transformer leur vie. Donc, je pense que c'est très important pour moi de prêter ma voix à ces artistes-là parce que c'est vraiment fort de leur témoignage, puis vraiment animé par leur désir, et le mien d'ailleurs, de participer à forger une société plus égalitaire, que je me présente donc devant vous aujourd'hui. Donc, évidemment, on parle beaucoup de la question du revenu minimum garanti depuis la crise de la COVID, c'est-à-dire depuis que des millions de Canadiens et Canadiennes ont perdu leur emploi ou ont vu leurs heures de travail être drastiquement réduites, ce qui a entraîné la perte d'une partie ou de la totalité de leurs revenus. Tout le monde, sans exception, a subi les contre-coups de la pandémie d'une manière ou d'une autre, mais certaines personnes dans nos sociétés occidentales modernes sont beaucoup plus vulnérables que d'autres. Et je parle ici, bien sûr, des personnes noires, des personnes racisées, des personnes autochtones, des personnes LGBTQ2+, des femmes, ainsi que des personnes qui s'identifient à un ou plusieurs de ces groupes. Je parle aussi des travailleurs autonomes, cette catégorie de main-d'œuvre en très forte croissance depuis des décennies, que notre système national de protection sociale au Canada continue pourtant de laisser de côté en laissant les formes de protection qu'il confère via les grandes lois du travail aux travailleurs qui sont salariés.
La configuration de notre système actuel est profondément dépassée. On ne peut ignorer son incapacité à assurer la protection des citoyens et des citoyennes face aux aléas de la vie ainsi qu'aux grandes crises sociales et économiques. Je pense qu'il est plus que temps de se mobiliser pour exiger des changements et j'irais même jusqu'à dire des changements qui sont radicaux. Au Québec, les artistes professionnels sont assimilés par nos lois du travail, par nos lois sur le statut de l'artiste, à des travailleurs qui sont autonomes. Donc, quand la COVID-19 a atteint le Canada, les artistes ont vu leur contrat de travail être annulé, être repoussé de plusieurs mois et plusieurs d'entre eux et elles ont également perdu leurs emplois secondaires dont ils ont grandement besoin, qui s'effectuent aussi souvent à contrat ou dans certaines industries qui sont particulièrement touchées par la COVID, dont l'industrie du service. Selon l'enquête I Lost My Gig Canada, qui est menée par l'organisme Artspond Étendard, les artistes et les travailleurs indépendants, c'est en moyenne 35 contrats par tête qui ont été perdus dus à la COVID-19, ce qui équivaut à plus de 25 000 $ par tête en termes de revenus perdus. Inadmissibles au régime d'assurance-emploi, les artistes ont été vraiment très nombreux, dans mon entourage du moins, à se tourner vers le programme d'aide temporaire aux travailleurs du Québec, en attendant bien sûr la mise sur pied de la PCU au fédéral. Les données qui portent sur le taux de recours à la PCU pour les communautés artistiques sont vraiment très peu nombreuses. À ma connaissance, il y a seulement les données du Conseil des arts du Canada qui sont sorties et le CAC donc avait réalisé un sondage début avril qui a mis en évidence que 42 % des artistes avaient alors demandé ou prévoyaient demander la PCU. En avril, on était vraiment au tout début de la pandémie et je pense qu'il est absolument réaliste de faire l'hypothèse que ce taux a sensiblement augmenté alors que la crise s'est prolongée dans le temps. De plus, je pense que c'est extrêmement important de souligner que si vous parlez aux artistes dans votre entourage qui ont bénéficié de la PCU, la très grande majorité d'entre eux et elles vont vous dire que très rarement dans leur carrière, ils ont pu compter sur 2 000 $ par mois pendant une période de plusieurs mois consécutifs. Avec 2 000 $ par mois imposables, on surfe dangereusement près, comme vous savez, du seuil de faible revenu au Québec. C'est pas normal que l'accès à un revenu dont la décence est par ailleurs discutable ne soit pas garanti dans nos sociétés modernes, particulièrement à la lumière de nos chartes des droits et libertés qui consacrent le droit à la dignité comme un droit fondamental. Les artistes sont malheureusement souvent dépeints comme des personnes oisives qui vivent aux dépens du système parce qu'on bénéficie au Canada d'un niveau de support étatique qui est assez extraordinaire à travers le monde. A-t-on oublié que ce système institutionnel de support des arts et de la culture, il constitue un choix de société dont on devrait être particulièrement fier, même si, évidemment, il est possible de reconnaître qu'il comprend d'importantes limites et faiblesses. C'est pas possible pour un artiste toute sa vie de vivre de bourses pour plein de raisons qui vont de l'augmentation de la demande à celle-ci à leur montant jusqu'au fait que, de manière générale, le monde de l'art supporte généralement beaucoup mieux les artistes émergents que les artistes qui sont plus âgés, les artistes femmes étant plus souvent pénalisés que les hommes. Qui, pendant la pandémie et le confinement, n'a pas largement consommé les biens et services qui sont les produits du travail artistique pour les aider à passer à travers cette période particulièrement sombre. La posture qui dépeint les artistes comme des personnes oisives, ça relève vraiment d'un niveau d'hypocrisie que je trouve franchement impressionnant et impressionnant dans le mauvais sens du terme, vous aurez compris. Il est vraiment grand temps que ça cesse puis qu'on s'intéresse collectivement aux conditions de pratique de nos artistes et travailleurs culturels. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes un artiste ou un travailleur culturel? C'est beaucoup de gens. Merci d'être venus. Donc, on parle beaucoup du revenu minimum garanti depuis la crise de la COVID, dans les médias notamment, et je pense que c'est vraiment là un succès majeur dont on peut largement se réjouir. Je pense que c'est aussi réaliste de penser qu'on aura réussi à communiquer une information pertinente et nécessaire à des pans de la population qui ne connaissaient pas le RMG, le revenu minimum garanti, et qui sont probablement d'ailleurs les pans de la population qui en ont le plus besoin. Par contre, dans les communautés artistiques, le revenu minimum garanti est connu depuis très longtemps. Le travail d'artiste qui mêle des activités de recherche, de réflexion, de création, de production, de diffusion, d'autopromotion, relève de conditions qui sont vraiment particulières puis qui font en sorte qu'un RMG constitue un outil particulièrement prometteur pour le soutenir. Le travail d'artiste se compose majoritairement d'activités qui sont non rémunérées, ce qui amène les artistes à devoir cumuler les emplois pour pouvoir subvenir à leurs besoins.
J'en ai déjà parlé jeudi si vous avez assisté au panel qui discutait donc du revenu minimum garanti dans le milieu culturel. Mais la culture du burn-out qui sévit dans le milieu est bien connue et elle est particulièrement préoccupante. Les conditions du travail artistique, mais aussi les conditions dans lesquelles les organismes artistiques doivent aujourd'hui composer dans un monde où la course à la subvention est marquée par une forte augmentation de la compétition, participent à diffuser cette culture-là. La précarité est à la fois individuelle et institutionnelle, puis elle s'inter-influence. Notre système national de protection sociale est brisé, tout comme les sociétés modernes qui font l'apanage du travail salarié et de la croissance économique. Les relations capitalistes menacent le bien-être individuel, le bien-être collectif, puis ils courent à notre perte sur le plan écologique. Il est temps de développer des solutions qui s'inscrivent dans une perspective de changement radical, c'est-à-dire non pas une simple réforme du système actuel, mais bien un processus de destruction, reconstruction d'un nouveau système qui serait fondé sur de nouvelles bases qui protègent et encouragent la formation d'un tissu social fort, cohésif et animé par des valeurs d'égalité et de justice sociale. Un revenu minimum garanti permettrait de valoriser le travail d'artiste, tout comme il permettrait de valoriser le travail domestique, le travail de soins, les activités socialement utiles, la formation et l'engagement civique. Et je conclurai donc mon témoignage en prêtant ma voix à donc des artistes et des travailleurs culturels qui m'ont fait parvenir leur témoignage. J'ai Daniel Robinson, qui est réalisateur, qui dit « Je dois créer pour être reconnu en tant qu'artiste, mais je dois travailler pour vivre. Être un artiste professionnel demande du temps, des efforts, de l'équipement spécialisé qui est coûteux, une équipe, mais je suis forcée à le faire à mes frais et à mes heures pour espérer atteindre une reconnaissance suffisante du milieu. Et là, on ne parle pas encore de diffusion, distribution et d'un public. » Elisabeth Étienne, qui est comédienne, j'ai lu son témoignage jeudi aussi, donc désolée pour les gens qui assistent 2 fois, mais c'est un témoignage que je trouve particulièrement émouvant. Elle dit « Je suis comédienne et mère monoparentale. Ces 2 expressions collent de plus en plus difficilement ensemble. Un revenu minimum garanti permettrait aussi à toute personne ayant des aptitudes pour un champ artistique, non pas seulement à celles privilégiées économiquement, d'envisager une carrière professionnelle en ce sens. L'art se doit d'être représentatif. Or, comment pourrait-il l'être si nous, artistes, n'avons plus les moyens de le servir? » Benjamin J. Allard, qui est là-bas, dit « Comme tout travail, la création artistique nécessite de la sécurité, du temps et un ventre plein. Bien des artistes comme moi doivent jongler avec plusieurs postes à temps partiel ou des contrats pour subvenir à leurs besoins tout en se gardant du temps pour créer leurs projets. Un revenu de base permettrait certainement de réduire le nombre d'heures nécessaires pour ce travail alimentaire et faciliterait la transition d'un projet à l'autre. Loin d'être un frein au développement économique, je crois que ce regain de temps se matérialiserait en un élan de créativité, d'innovation et d'engagement citoyen. » Et finalement, Guillaume Adjuteur-Provost, qui est là-bas aussi, dit « En tant qu'artiste œuvrant dans le champ des arts visuels, je peux affirmer être entouré de collègues qui sacrifient leur santé physique et mentale dans la création d'œuvres et d'actions, souvent en extension aux questions d'écologie, d'inégalité et de justice sociale. J'aimerais envisager comment le revenu minimum garanti pourrait avoir une incidence positive sur mes conditions de travail indépendant, mais j'ai surtout espoir qu'une telle mesure permettrait à des millions d'individus, en subvenant leurs besoins de base, de recentrer leur attention sur les grands défis du 21e siècle, la crise des inégalités, les crises climatiques et la crise de la démocratie. » Merci. Alors, merci beaucoup pour vos discours, vos témoignages. Alors, moi, je vais juste présenter un petit peu le Revenu de base Québec et les projets qu'on fait en ce moment et un petit peu notre historique pour mettre en contexte. Et par la suite, je vais inviter Sylvia Bissonnette à prendre la parole. Alors, je vais peut-être juste me présenter. Je ne pense pas que je l'ai fait. Alors, je m'appelle Jonathan. Je suis un des cofondateurs de Revenu de base Québec, qui est un organisme sans but lucratif. On l'a établi en 2014 et moi je m'intéresse au revenu de base depuis environ 2012 lorsqu'il y a eu des démarches en Europe par les Suisses qui ont fait une pétition qui a ensuite mené un référendum pour avoir un revenu de base en Suisse. Ils ont perdu le référendum, mais bien sûr le sujet continue et avec COVID, c'est de l'actualité. Le revenu de base
sur la surface, c'est simple. Quand on creuse dans les détails, ça devient un peu plus compliqué. Mais Revenu de base Québec ici, vraiment pour soutenir plusieurs groupes, plusieurs personnes qui veulent un revenu de base au Québec, au Canada, puis à Montréal. Je fais également partie d'un autre groupe qui est pan-canadien, qui s'appelle UBI Works. On n'a pas de nom en français, malheureusement, mais le site est bilingue, il est disponible en français et en anglais. Et UBI Works, on propose un projet très spécifique. Alors, c'est un revenu minimum garanti, dont vous avez entendu parler un petit peu aujourd'hui, de 2 000 $ par mois. Donc, tout le monde au Canada recevrait au minimum 2 000 $ par mois, universel, inconditionnel. Par la suite, on aurait également ce qu'on appelle un dividende national de 500 $ par mois. Alors, même si on est salarié ou on a beaucoup d'argent, on va recevoir un dividende national. Et l'avantage d'un dividende national, en plus d'un revenu garanti, c'est que ça va s'ajouter à notre identité canadienne nationale et ça va aller à tout le monde. Ça va être comme le droit de vote ou l'assurance santé. Parce qu'un des problèmes, je pense, avec les changements au système de notre État-providence, c'est que souvent, on a difficulté à avancer parce qu'on a une perception qu'on prend de l'argent des riches puis on donne aux pauvres. En mettant en place un dividende qui va aller à tout le monde, on va changer la donne, on va changer cette structure et on va le financer avec des taxes sur les ressources collectives qui, en principe, appartiennent à tout le monde. Un petit peu comme Pierre et d'autres personnes ont mentionné, on a beaucoup de ressources au Canada, que ce soit des ressources naturelles, que ce soit la vente du spectrum de télécommunications, les touristes qui viennent ici. Donc, il y a des éléments qui, en principe, appartiennent à tous et à toutes au Canada. Et avec ces revenus, on pourrait financer un dividende national de 500 $ par mois. Et on pense que politiquement, ça serait plus réaliste que simplement un revenu minimum garanti, mais on soutient également un revenu minimum garanti. Alors, pendant la pandémie, depuis plusieurs semaines, on discute avec le gouvernement. Cette semaine, on a rencontré le bureau de Mme Freeland. On a parlé avec le NPD, on a parlé avec les autres partis politiques, quand même des personnes très haut placées. Et je dirais qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt au sein du gouvernement et au sein de quelques partis, peut-être pas tous les partis politiques, pour un revenu minimum garanti et un dividende national. Alors, je reste très optimiste que c'est faisable, surtout dans ce contexte de COVID, mais on a besoin de votre soutien. C'est certain que si le gouvernement ne ressent pas une pression de la part de la population générale, de la part des électeurs, ils ne vont pas bouger. Alors, on a en ce moment une pétition sur le site web de UBI Works que vous pouvez signer pour ce programme de 500 $ par mois pour tout le monde et ensuite un revenu minimum garanti de 2 000 $ par mois pour les personnes en dessous de 24 000 $ par an. Et on vous demande également d'appeler les bureaux de Mme Freeland, de M. Singh, de M. Trudeau et de M. Bulris, qui sont, on pense, les personnes qui ont le plus d'influence en ce moment sur la politique du gouvernement. Et je pense que si on appelle, si on contacte ces personnes, si on démontre qu'on veut absolument avoir un dividende et un revenu minimum garanti au Canada, c'est faisable dans l'année à venir, je dirais. Alors ça, c'est UBI Works. Ensuite, il y a Revenu de base Québec. Vous pouvez vous inscrire sur notre infolette pour participer à des événements. Et je remercie surtout Claudia, qui fait gardienne en ce moment, d'avoir organisé l'événement aujourd'hui. Alors, je m'appelle Jonathan. Si vous avez des questions après ces conférences, je serais très heureux de discuter avec vous. Et vous pouvez vous inscrire sur les deux sites de Revenu de base Québec et de UBI Works. Alors maintenant, je vais inviter Sylvia, qui est coordonnatrice, et je m'excuse, je ne connais pas exactement, c'est coordonnatrice du groupe. Non, plus maintenant, c'est ça. Plus maintenant, Je vais OK. me présenter moi-même. OK, j'ai pris. Je fais ça. Attends, on va nettoyer ça encore. Oh. En effet, Jonathan m'a connue comme coordonnatrice du groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec. J'ai été coordonnatrice pendant 7 ans où j'avais à travailler sur le revenu social universel garanti. Donc, ils m'ont demandé de venir le présenter. Je suis présentement coordonnatrice dans un autre groupe de défense de droits des personnes assistées sociales au comité des personnes assistées sociales de Pointe-Saint-Charles et j'ai un témoignage à la fin à vous lire. Donc, commençons avec 2 questions. Un revenu minimum garanti au Québec, y en a-t-il vraiment un? Un revenu de base au Québec, existe-t-il? Avant de répondre à ces questions, un petit peu de définition. Un revenu minimum garanti, c'est un mot fourre-tout
qu'on peut mettre à peu près tout et rien à la fois. Donc, l'aide alimentaire, là, les petits bons qu'on donne aux États-Unis pour que les gens soient sûrs de pouvoir manger, ça fait partie d'un revenu minimum garanti. L'aide sociale au Québec fait partie d'un revenu minimum garanti. C'est un revenu, certes, minimum, en effet. 690 par mois, on peut dire que c'est le minimum du minimum. Quand on pense que les loyers à Montréal, un 3,5 coûte plus que 690 par mois. Donc, c'est un minimum qui ne permet pas vraiment de vivre et il est de moins en moins garanti parce qu'on met en place de plus en plus de contrôles et de systèmes d'exclusion à l'aide sociale. Donc, c'est un revenu minimum garanti qui est plus dans le bas de gamme. Michel Chartrand, lui, revendiquait un revenu de citoyenneté qui est un revenu minimum garanti plus vers le haut de gamme, plus avantageux. L'allocation universelle aussi serait là et le revenu social universel garanti aussi serait vers la fin. Donc, il y a pour le revenu de base, dernièrement, on a mis en place un programme revenu de base qui donne accès aux mesures de panier de consommation aux gens qui sont à l'aide sociale, contraints de sévère emploi à l'aide sociale depuis au moins 5 ans et demi. Donc, il faut que ça fasse 5 ans et demi qu'on soit à l'aide sociale, contraint de sévère emploi avant de pouvoir couvrir nos besoins essentiels. Les autres, mais tant pis pour vous. Est-ce que c'est vraiment un revenu de base? Je dirais que non, considérant qu'un revenu de base devrait être universel et accessible à tous, sans condition. Donc, la première fois, moi, j'ai entendu parler du revenu de base, ça fait déjà 16 ans de ça. J'étais nouvellement salariée militante à Action Plus Brome-Missisquoi, qui est un groupe de défense de droits, et c'est le Front commun des personnes assistées sociales qui m'a fait découvrir un projet de société qui m'a fait rêver dès que j'en ai entendu parler. C'était le revenu social universel garanti. Il me fait encore rêver. J'ai quand même travaillé dessus pendant 7 ans. Je continue à avoir l'espoir qu'un jour, notre société change puis qu'on aille vers un tel projet. C'est un projet de société qui a été réfléchi depuis 1996 avec des personnes assistées sociales. Après une recherche où le résultat de la recherche a dit c'est difficile de sortir de l'aide sociale. Il y a tellement d'enjeux et d'embûches à la sortie de l'aide sociale qu'il faut changer de ce système-là. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à réfléchir au projet de société qui est encore en réflexion. Hein? Les personnes assistées sociales souhaitent que ce revenu social universel garanti soit accessible à tous et tous. Pas que les personnes qui sont sans emploi, mais que tous y aient accès. Le choix de mots a été super important pour le Front commun. Dans le fond, le revenu, c'est un revenu qui permet de couvrir les besoins essentiels. Puis le social, c'est tous les programmes sociaux. Puis quand on parle de programmes sociaux, bien entendu, on parle de l'éducation, de la santé, mais eux, ils vont plus loin que ça. Ils parlent aussi des dentistes, hein, des frais dentaires. Présentement, si on n'a pas une assurance, ben on n'a pas accès aux frais dentaires, puis c'est quelque chose de très onéreux. Alors eux, ils considèrent que ça devrait être accessible, rentrer dans les services publics, ainsi que les lunettes, puis tout l'aide psychologique qui est de moins en moins accessible dans le système public. Puis pour eux, c'est à la fois le revenu qui doit être universel garanti, puis à la fois les programmes sociaux aussi qui doivent être universels et garantis. Le montant qui était choisi, parce qu'il y a eu énormément de débats sur le montant, dans le fond, c'est un montant qui est variable selon les régions, un peu comme comme les RIS avaient présenté avec le revenu. Là, j'ai oublié le nom. Ça fait un petit bout que je n'avais pas présenté. Donc, désolé. Ça m'en reviendra peut-être. Ou peut-être que quelqu'un dans la salle le sait, dans l'audience. Donc, le montant d'argent, on parle d'environ 2000 $ par mois. Le 2000 $ par mois qu'on a reçu dernièrement à l'EPCU aurait été grandement favorable pour les personnes qui sont sans emploi. C'est des personnes qui n'ont pas eu accès à cette aide-là, mais pourtant, ils ont perdu un revenu pendant la pandémie.
Hein, nos gouvernements ont beaucoup dit ben il n'y a pas de perte de revenus, ils continuent à recevoir de l'aide sociale. En effet, mais ils ont perdu tous les revenus d'appoint. La plupart des personnes à l'assistance sociale, pour arriver avec 690 par mois, font autre chose. Hein. Ils ramassent des canettes, ils vont chanter dans le métro, certains font des petites jobines, etc. Là, ils ont droit de gagner jusqu'à 200 $ par mois pour arrondir les fins de mois. Et donc, il y a des gens qui l'ont fait la demande de PCU en croyant qu'ils avaient droit, puis maintenant, ben, ils sont juste bien dans le champ. On a rencontré le député pour parler de cet enjeu de la PCU. Puis voici ce qu'ils ont écrit pour qu'on puisse le communiquer aux députés. Il tenait d'abord à dire que la PCU était une bonne chose en soi, mais elle n'a pas aidé tout le monde. La charité ne peut pas remplacer un système social, pourtant. Il le fait de plus en plus pour les personnes assistées sociales qui ont besoin de la charité pour se payer les besoins essentiels, en pensant à la nourriture et les vêtements. La perte de revenus qui est venue avec la pandémie, pas possible de faire des petites jobines, pas possible de ramasser des canettes. Ce fut difficile pour une grande partie des personnes assistées sociales. La hausse des prix des essentiels, c'est-à-dire de l'épicerie, surtout quand on devait faire livrer, c'est un montant de plus. Surtout quand on ne peut plus parcourir les spéciaux dans des multiples épiceries. Hein, les gens, ils courent d'un spéciaux à l'autre dans les épiceries pour être capables d'arriver en fin de mois. Puis, ben, malheureusement, là, c'était plus possible de le faire. La plupart des organismes communautaires ont arrêté leur service. Donc, il n'y avait plus de soupe populaire, c'était fermé. Il n'y avait plus non plus de souper communautaire pour les aider à arriver. Les épiceries solidaires étaient aussi fermées. Donc, ils ont eu encore plus de difficultés à y arriver. Alors, c'est plus difficile pour les personnes à faible revenu de joindre les deux bouts, car même si leur revenu mensuel n'a pas changé, leur dépendance... Ah, je parlais pas assez fort, je m'excuse. C'est moi qui n'avais pas mis assez fort. Alors. Ah, OK. Alors, c'était donc plus difficile pour les personnes à faible revenu de joindre les deux bouts, car même si leur revenu mensuel n'a pas changé, leurs dépenses ont augmenté. Les personnes assistées sociales demandent pourquoi elles ont été oubliées par nos gouvernements pendant la pandémie, pourquoi on ne met pas en place une couverture des besoins essentiels. Le projet Revenu social universel garanti, c'est ça l'idée derrière, c'est que tout le monde ait un montant pour vivre décemment dans la dignité, qu'il n'y ait plus non plus d'étiquettes, qu'on n'ait pas à faire un parcours des combattants pour avoir accès à l'aide sociale. Puis un coup qu'on est à l'aide sociale, on n'a plus d'aide pour sortir vers l'emploi. C'est compliqué de pouvoir s'en sortir. Il y a un paquet d'embûches administratives pour y arriver. Donc, ça serait tellement plus simple d'avoir quelque chose d'universel pour tout le monde. Je vais être ouverte aux questions tantôt. Merci beaucoup, Sylvia. En effet, ça serait beaucoup plus simple un revenu de base que tous les programmes, pas tous les programmes, mais que beaucoup de programmes qui sont très compliqués à administrer. On va peut-être laisser passer le camion. Et alors pour les questions, je voudrais garder ça le plus simple possible avec le micro et COVID et tout ça. Je pense que le mieux, ça va être Ouais, c'est ça. Donc je pense que je vais répéter les questions des personnes. Et par la suite, dépendant des conférenciers, conférencières, vous pouvez venir prendre la parole ou peut-être juste parler très fort, dépendant des questions. juste se lever ou lever la main. OK. Donc, on propose que si quelqu'un veut poser une question, juste seulement de lever la main et on va commencer comme ça. Alors, premier arrivé, premier servi. Moi, c'est Francis. Je voulais dire, comment je résumerais ça, parce que là, il y a plusieurs choses. Là. C'est un peu confondant. Mais effectivement, si on parle de l'aide sociale, il y a un gros problème avec l'aide sociale. Ça ne donne absolument pas de quoi vivre. Il faut un minimum de 2 fois ce montant-là. Minimum. Là, donc, 1300, c'est vraiment le minimum. Là. Le lien de 400 ou jusqu'à 2000. Là. As-tu une question, Francis? Oui, mais là, c'est mon introduction parce que OK. dans ma tête, c'est confus parce qu'il y a plusieurs choses différentes. Là. Ouais.
Alors, j'essaie de rassembler ça. Puis, il y a des opposants à toutes ces propositions-là. Alors, bon, il y en a qui disent les inconvénients. Il va y avoir de l'inflation. Ça va créer des effets pervers de différentes façons, etc. Moi, je ne crois pas. Personnellement, je pense au contraire, ça va faire un boost économique formidable si on implante ça, d'une forme ou d'une autre. Là. Il y a plusieurs façons. Donc, pratiquement, comment on pourrait arriver à unifier avec un message simple, clair, parce que c'est ça, il y a plusieurs affaires. Là, OK, donc juste, je vais tenter de reprendre un petit peu ce que, je pense que c'est Francis ou François? Francis, que Francis vient de dire. Alors, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est qu'il y a plusieurs propositions ici de différentes formes de revenus de base, revenus minimum garanti, dividendes universels, etc. Il y a des opposants pour différentes raisons, le coût, l'inflation, etc. Et je pense, on a déjà dit que oui, en surface, un revenu de base, c'est simple, c'est de l'argent qui va à tout le monde. En réalité, ça devient très compliqué pour plusieurs raisons. Mais la question, c'est une vision simple du revenu de base. Le problème, c'est que c'est pas simple. Mais la vision simple, c'est que un revenu de base, c'est universel, c'est inconditionnel et c'est individuel. Ce qui va à contraire de beaucoup de nos programmes. Donc, ça irait à tout le monde, sans condition. Il ne faut pas postuler, il ne faut pas faire de retour d'impôt. Ça irait à tout le monde tant qu'on a un numéro d'assurance sociale par an. Et c'est individuel, c'est pas pour les ménages. Et les arguments qu'on entend le plus, c'est, bon, ça coûte trop cher, l'inflation, les gens vont arrêter de travailler. Depuis 10 ans, je milite pour ça, puis c'est grosso modo ça que j'entends. Côté coût, la réponse que je donne à tout le monde, c'est qu'il faut non seulement regarder les coûts, mais également les revenus qui vont venir avec. Comme je pense Francis a mentionné, ça va créer plus de consommation, donc plus d'emplois, des taxes de vente, etc. Et l'an dernier, l'organisme UBI Works, dont je fais partie, on a publié une étude sur l'impact de la prestation, en français, prestation canadienne pour les enfants, si je me trompe, l'allocation. Dont moi j'ai un jeune enfant, donc j'en bénéficie. Et ce programme, qui coûte quand même assez cher, a eu des retours absolument incroyables pour l'économie et surtout pour les personnes qui bénéficient le plus. Donc, la réponse, quand les gens disent que ça coûte trop cher, c'est tout simplement pour regarder le portrait global qui inclut la consommation et les taxes supplémentaires qui vont venir avec. Mais ça reste ici. Donc, je vais peut-être passer la parole aux autres conférenciers et conférencières qui souhaitent intervenir. Je vais essayer de nettoyer ça. Et voilà. Hop. Hop, hop, hop. Je dirais juste quand même que l'allocation pour enfants reste ciblée. Oui. C'est pas universel. C'est pour ceux en dessous d'un certain revenu. Et c'est clair que ça a très très bien marché et que ça peut être considéré comme une forme. Mais toute la question de l'universalité elle-même est complexe parce que est-ce qu'on va donner 2000 $ par mois aux millionnaires ou est-ce qu'on va, évidemment, on peut dire que ça va revenir avec les impôts, ou alors est-ce qu'on va limiter ça à une certaine partie de la population? L'autre chose qui est très complexe, parce qu'on vit dans une fédération et je ne pense pas qu'on peut ignorer ça, c'est que la question de l'aide sociale relève du gouvernement provincial de par les juridictions établies en 1867, donc c'est pas rien, là, l'aide directe, ça relève du provincial, et bon, l'assurance chômage, d'autres choses relèvent du fédéral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fédéral, s'il met en place un revenu minimum garanti, il faudrait que les provinces éliminent, modifient, changent leur programme d'aide sociale. Alors, vous vous rendez compte, dans un régime comme le nôtre, où chaque transfert d'argent soulève des chicanes entre les niveaux de revenus, c'est pas simple de demander à une province de démanteler finalement une partie de son filet social pour faire rentrer ça. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est impossible, je vais juste répondre à Francis sur la complication de tout ça.
Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais comme vous l'avez dit, l'idée, c'est de maintenir une pression sur les gouvernements qui ne fonctionnent pas en vase clos. Je voulais juste rajouter ça. Oui, très bien. Pierre, OK, on va faire un autre. Moi, je reviendrai un peu sur le commentaire de Julie au niveau du... on est dans un contexte spécial au Canada. Je pense qu'il faut reconnaître ça. Pas tellement les compétences fédérales, provinciales. Il y a longtemps, j'ai pensé à comment un revenu de base serait introduit au Canada. Et je me suis dit que ça serait ni universel, ni inconditionnel, et ni individuel. Et je pense que c'est la réalité canadienne. On parle de l'universalité souvent. Julie mentionne que l'allocation canadienne pour enfants est ciblée. Oui, elle est ciblée. Si vous gagnez 200 000 $ par année, vous ne l'aurez pas. Mais ce n'est pas ciblé dans le sens que si vous êtes sur l'aide sociale, vous n'aurez pas plus que 200 $ de revenus. C'est différent. À l'international, les gens voient ça, ils disent non, c'est de la vérification de moyens. Mais ici au Canada, non, c'est pas. On trouve ça normal. Moi, je pense que ça va rentrer par la porte d'en arrière. La PCU n'a pas été réfléchie. Ils n'ont pas eu le temps. Ça a été implanté en 6 semaines. Ça veut dire qu'il y a eu 10 minutes pour calculer sur le derrière d'une enveloppe qu'est-ce qu'on va faire. Ils l'ont fait, puis ils ont ajusté. Ça a été un work in progress. Ça a été un dégât. Ils se sont trompés à peu près partout. Ah oui, on a oublié ceux-là. Ah oui, on a oublié ci, on a oublié ça. Ils ont ajusté au fur et à mesure. Moi, j'ai l'espoir qu'une approche semblable va nous rendre éventuellement à un revenu de base. Et chaque pas en avant, on doit sauter dessus, on doit dire oui, on le prend. Que ça soit parfait ou non, ça ne sera jamais parfait. Mais si c'est un pas dans la bonne direction, on le prend. Déjà, la PCU tire à sa fin. Le gouvernement a déjà annoncé que, OK, ça ne sera plus 500 $ par mois, par semaine, 2000 $ par mois. On va réduire ça à 400 $ par semaine, 1600 $ par mois, pour répondre aux hommes d'affaires qui disent oui, mais l'incitation au travail, etc. Alors, il y a des ajustements qui vont se faire, sauf qu'ils vont élargir l'admissibilité à plus de personnes, ce qui est une bonne chose. Prochaine étape, c'est élargir l'admissibilité à des gens qui ne travaillent pas. Moi, je pense que ça va venir. Et là, on a une forme d'universalité. Je disais que l'allocation canadienne pour enfants n'est pas universelle. Elle est universelle, tous les enfants l'ont. Dans ce sens-là, c'est des façons de voir les choses, mais je pense qu'il faut profiter de ces façons de voir pour rentrer le plus possible d'amélioration et de progrès vers un revenu de base. Merci. Alors, je pense que Sylvia, tu as reçu une question sur le Zoom. Donc, ça, c'est diffusé sur Zoom, Facebook. Et je vais laisser Sylvia répéter la question, puis ensuite y répondre. Je ne connais pas la question, c'est une question surprise. Mais d'abord, je vais essayer de répondre à la première question, puis après ça, à la suivante. Dans le fond, nous, les groupes de défense des droits de Montréal, on s'est dit que la meilleure façon de parler d'un revenu de base, qui peut, dans la place publique, c'est de dire la couverture des besoins essentiels. Personne ne peut dire que telle personne ne mérite pas de couvrir ses besoins essentiels versus une autre personne. Fait que minimalement, quand on parle de couverture des besoins essentiels, c'est que tout le monde devrait avoir le droit de couvrir ses besoins essentiels. Puis on part de là pour aller plus loin. Puis on dit aussi que personne ne devrait être dépendant économiquement d'une autre personne, parce qu'à l'aide sociale, si on est en couple, on se retrouve à perdre son revenu d'aide sociale. Donc on se retrouve dépendant économiquement d'une personne. Et un revenu de base, un revenu social universel garanti,
éliminerait ça. Minimalement, ces personnes-là pourraient avoir leur propre revenu et ne seraient plus dépendantes économiquement d'une personne avec toutes les sortes de violences qui peuvent s'y joindre ou pas. On souhaite que pas, surtout. La question que j'ai eue sur Zoom, j'essaie de la résumer. Souvent, quand on écrit, ben, c'est clair quand nous, on l'écrit, puis quand on le lit, ben, c'est pas... donc, la question qui m'a été posée, c'est un revenu minimum garanti comme l'aide sociale, ça prend les autres programmes de support pour assurer qu'on ait assez d'argent pour vivre. Puis un revenu de base, ben, on perdrait ces autres supports-là. J'ai l'impression que c'est ça la question. Si jamais c'est pas ça la question, la personne qui a posé la question sur Zoom, réécris-la. Donc, c'est ça. Dans les faits, c'est vrai que quand on est à l'aide sociale, on a accès au crédit de TPS, le crédit de solidarité, etc. Mais tout ça ne fait pas que tu te rends à la couverture des besoins essentiels. Donc, clairement qu'un revenu de base qui couvrirait à la hauteur de 2 000 $, les besoins essentiels seraient beaucoup plus favorables pour tout le monde. C'est une question qui m'a été énormément posée quand j'étais au groupe de recherche puis que je faisais des panels avec le revenu social universel garanti. Qu'est-ce qu'on couperait là-dedans? Dans les faits, la réponse qu'on disait, c'était tout ce qui est assurance. Que tu payes à même ton revenu de travail, comme l'assurance chômage, l'assurance parentale, etc. Mais ça serait encore à toi, tu le payes de toute façon. Ce qui serait ôté, c'est tous les autres programmes gouvernementaux qui sont pas payés à même ton revenu de travail dans les faits. Là. Donc, c'était ça la réponse. J'espère que si on met en place un revenu de base, peu importe le nom qu'on y donnera, ben, ça ressemblera à ça aussi. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis donc en relations industrielles, puis d'habitude, les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, les relations industrielles, mais c'est tout ce qui touche à l'étude du marché du travail. Ça fait que tous les arguments, et moi en plus, je suis spécialisée en politique publique, donc politique gouvernementale du marché du travail, donc tout ce qui est trait à la désincitation au travail, c'est vraiment des arguments que j'entends tout le temps, partout, pour toutes. Et je voulais juste peut-être vous amener à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire en fait le travail, qu'est-ce que ça veut dire, parce que quand on parle sans cesse de désincitation au travail, on reste vraiment dans une logique où est-ce qu'on parle de travail salarié et de travail rémunéré. Et donc, ce faisant, on s'inscrit vraiment dans une perspective où est-ce qu'on vise la croissance économique. Puis je pense que on a toutes les preuves en ce moment avec la COVID, mais pas juste avec la COVID, avec la crise climatique notamment. On a vraiment la preuve que cette course à la croissance économique puis au travail salarié, c'est vraiment juste quelque chose qui court à notre perte, à la perte de l'humanité. Puis je pense que c'est juste vraiment important de se questionner sur qu'est-ce qu'on entend comme travail puis comment on veut récompenser ce travail-là. On récompense toujours pas le travail domestique des femmes qui est assumé la majorité du temps par les femmes. On récompense toujours pas le travail de soins ou de care. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit rentrer dans la discussion sur le revenu minimum garanti ou le revenu de base, en fait. C'est tout. Oui. Je peux la poser? Oui, puis je vais le répéter. Fantastique. Alors, il a été mentionné aujourd'hui que le revenu de base pouvait arriver dans la prochaine année, mais j'aimerais avoir des développements par rapport à ça. Merci. OK. Demain. Je disais tout à l'heure que, auprès de avec nos discussions qu'on a eues avec les différentes instances gouvernementales, on pense que c'est faisable. Je pense que à Revenu base Québec, on a toujours dit que ça prendrait probablement une crise économique pour mettre en place un revenu base. Presque tous les grands changements
sociétales au cours de l'histoire sont liées à une crise, soit une guerre, soit une crise économique. Avec la lettre des sénateurs et sénatrices, également la motion introduite par la députée d'Outremont, Rachel Bendayan, et qui est soutenue par 6 autres députés pour la Convention des libéraux au mois de novembre. C'est prometteur, mais ça reste une motion lors de la Convention. Il ne faut pas mettre trop d'emphase là-dessus non plus. Mais Mme Freeland, soyons honnêtes, le Canada a toujours été un pays où les décisions sont prises on top, puis ensuite poussées vers le bas, beaucoup plus que certains autres pays, pour le bien ou pour le pire. Et je pense que Mme Freeland, c'est quand même une personne qui comprend les enjeux, l'automatisation du travail, les écarts, les inégalités. Et j'ai de l'espoir, et selon les retours qu'on a eus de son bureau, j'ai de l'espoir qu'ils sont en train d'évaluer le revenu de base. La ministre qui est responsable du travail, je ne me souviens plus de son nom en ce moment, elle a dit la semaine dernière qu'elle était en faveur d'un revenu de base. Donc je pense que c'est réaliste, mais il faut absolument qu'on mette de la pression. Si on ne fait rien, on va avoir rien. Alors c'est pour ça qu'on fait des pétitions, qu'on fait des démarches. Et on vous invite à vous joindre à nous, à Revenu Base Québec, à UBI Works. Il y a d'autres instances au Canada qui travaillent sur le sujet. Alors je pense que c'est faisable. Je pense qu'on a une opportunité assez unique qu'on risque de ne pas avoir pour un autre peut-être 20, 30 ans, on ne sait jamais. Et il faut vraiment saisir cette opportunité. Et le PCU a créé une brèche un petit peu dans le système. Et je pourrais en parler plus longtemps des détails. Mais bref, le PCU démontre que, ça prend environ 2000 $ par mois pour vivre. Alors ça, c'est très important comme démonstration d'un chiffre concret. Et 2, qu'on peut déployer des changements immenses à travers le pays très rapidement si on le veut. Donc c'est simplement une question de volonté du gouvernement. Pendant des années, on disait c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Bouf, dans 2 mois, on est capable de verser 2000 $ par mois à presque tous les Canadiens et Canadiennes qui font leur demande. Donc, j'essaie de rester optimiste, mais la bataille est loin d'être gagnée. Et juste pour un dernier point, peut-être avant de passer la parole. Pour moi, en tout cas, le revenu base est très semblable à l'assurance santé ou au droit de vote. On peut penser aux batailles pour le droit de vote pour la femme ou à l'assurance maladie qui a été mise en place au Manitoba et ensuite qui a été mise en place au fédéral. Et si on retourne et on regarde ces batailles, c'était des batailles. Il n'y a personne qui était du jour au lendemain, voici le droit de vote, voici l'assurance maladie. Il fallait que des milliers de gens se battent pendant des années pour avoir ces programmes qui aujourd'hui, on prend pour acquis. Alors, je vais passer la parole, faire un autre nettoyage. Ok, je vais essayer d'arranger l'iPad en même temps. C'est les gens à distance, le Zoom. Oui, c'est ça, moi, contrairement à vous. Je voulais juste rajouter, d'un point de vue politique, que vous avez tout à fait raison. Probablement qu'en termes de ministre au pouvoir, on est dans une période faste pour ce qui est de personnes progressistes. Je pense à Chrystia Freeland, que vous avez mentionné, qui a remplacé Bill Morneau. On ne peut pas nier, quand on lit les écrits de Chrystia Freeland avant qu'elle ait été en politique, que c'est une femme qui a beaucoup travaillé sur les inégalités sociales, qui a beaucoup travaillé sur le fossé entre les riches et les pauvres. D'ailleurs, son arrivée a fait trembler un peu le milieu des affaires, qui était plus à l'aise avec Bill Morneau. Donc, en termes... Donc, par rapport à ça, c'est dans les plus. Moi, je n'oserais pas m'avancer sur le 1 an, là, parce que depuis que je suis en politique, je réalise que toutes les prédictions sur le temps que prennent les changements politiques, c'est toujours sous-estimé. Dans les choses positives aussi, c'est un gouvernement minoritaire qui doit s'allier à un autre parti politique pour faire passer des choses. Donc ça, en général, en théorie, ça donne plus de pouvoir à d'autres partis. Et on le sait, le NPD est favorable au revenu minimum garanti. Donc, il y a ça. Ceci dit, au plan négatif, parce qu'il ne faut pas non plus tracer un portrait trop idéaliste de la situation, c'est un gouvernement minoritaire, donc aussi un gouvernement instable. Et on va avoir des élections probablement au printemps. Or, une réforme de cette ampleur, c'est plus facile à faire quand on est majoritaire en selle
et qu'on a le temps de faire le débat. Parce que c'est sûr que pour l'instant, vous voyez dans les sondages, il y a une majorité de gens qui sont d'accord. Mais une fois que le débat va s'installer et qu'il va y avoir toute cette question de désincitation au travail, à laquelle on peut ou non croire, mais c'est un argument qui va massu pour certaines personnes, surtout quand il est utilisé pour stigmatiser une partie de la population. Mais là, c'est là que je me dis qu'un gouvernement minoritaire instable, c'est pas si simple de faire une réforme de cette ampleur. Mais ceci dit, Chrystia Freeland, que j'ai rencontré une fois, ça reste une personne impressionnante et qui est, pardon, et qui est fort progressiste et avoir une ministre des Finances, d'habitude, ils vont chercher quelqu'un du milieu des affaires. Ben là, c'est pas le cas. C'est vraiment une alliée du premier ministre dans ces questions-là. Donc, reste à voir ce que ça va donner. Alors, je remercie beaucoup la sénatrice qui doit partir pour des raisons familiales. Alors, un très, très, très grand merci d'être venu. Merci de votre soutien pour le revenu de base et continuons le travail ensemble. Et je souhaite juste rajouter un petit peu, d'après les discussions qu'on a eues avec différents politiciens à leur bureau, il y a vraiment 4 priorités qui sont très importantes maintenant ou qui sont de l'actualité pour les libéraux, mais également le NPD, qui détient un petit peu la balance du pouvoir. Alors, c'est le Pharmacare, ou en français, c'est quoi Pharmacare? En tout cas, l'achat de médicaments, ils ont nationalisé. Ensuite, des CPE pour tout le Canada. On l'a au Québec, c'est incroyable. Mon enfant est dans un CPE, puis j'adore ça. Mais des CPE, des garderies subventionnées pour tout le Canada. Ensuite, de l'aide pour les personnes aînées, les CHLSD ici au Québec, mais de manière générale au Canada, les logements pour les personnes plus âgées. Avec COVID, ça devient d'actualité. Et le revenu de base. Ça, c'est vraiment les 4 priorités que le gouvernement est en train d'évaluer. La réalité, c'est que ces 4 choses coûtent très cher. Et il y a une limite à ce qu'on peut faire. Moi, j'essaie de rester un peu réaliste quand même. On peut pas imprimer de l'argent sans arrêt. Alors ça, c'est 4 priorités. Et notre objectif, c'est de communiquer au gouvernement qu'un revenu de base, ça serait l'option le plus simple à implanter, l'option qui va aider le plus de personnes le plus rapidement possible. On n'est pas contre les autres choses. C'est juste qu'on pense qu'un revenu de base, c'est vraiment la fondation qu'on doit mettre en dessous des pieds de tout le monde au Canada puis au Québec. Et par la suite, on peut bâtir d'autres programmes comme des CPE, comme Pharmacare, des CHLSD nationalisés, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Francis a posé une question déjà, donc je vais peut-être passer la parole à monsieur ici. Jimmy, OK. Merci à vous. Mais une action là, concrète, ce que j'en comprends, c'est de militer, ouais. C'est de signer des pétitions, puis de s'engager soi-même là, dans des causes qui nous tiennent à cœur, de prendre soin des aînés, des jeunes, tout ça. Mais vous, qu'est-ce qu'une action concrète là, avant de partir? Oui, absolument. Donc, la question de Jimmy, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de concret aujourd'hui, cette semaine? Je vais donner mon point de vue, puis peut-être les autres peuvent en rajouter. Donc, c'est signer soit la pétition de UBI Works, qui est sur le site web, et pas juste signer une pétition, parce que franchement, ça ne fait pas beaucoup de choses, une pétition. Mais c'est d'appeler le bureau de Mme Freeland, d'appeler le bureau de M. Trudeau, M. Singh et M. Boulris. Appel directement. Et ça fait une différence. Les appels, ça fait une différence. Les courriels, les pétitions, ils en reçoivent tellement que ça va dans ils suppriment. Mais les appels, c'est plus à ignorer. Ensuite, dépendant de votre milieu où vous travaillez ou vous vivez, en parler avec votre famille, vos amis. Il faut promouvoir l'idée. C'est quand même une idée que je dirais la majorité des personnes ne connaissent pas, ne comprennent pas. Donc, il faut promouvoir. Et si vous faites partie d'une association, d'un syndicat, etc., c'est d'essayer d'intéresser ce groupe au revenu de base pour qu'eux, ensuite, ils peuvent le pousser à leurs membres et aux différentes personnes. Donc, c'est vraiment promouvoir l'idée, appeler les bureaux et votre bureau de député, dépendant où vous habitez, appelez votre député au niveau fédéral, provincial et même municipal. C'est 3-4 coups de téléphone, ça aide beaucoup. Honnêtement, ça aide beaucoup. Et ensuite, parlez-en dans vos milieux. Est-ce que quelqu'un d'autre a des actions? Ça ajoute de s'inscrire au groupe qui sont sur Facebook, Revenu de base Québec et Revenu de base Montréal, pour se documenter. Et bien sûr, juste pour rajouter ce que Claudia a mentionné, c'est
de s'inscrire sur les infolettes, sur les groupes Facebook des différents organismes, que ce soit Revenu de base Québec, UBI Work, je pense qu'il y a un Revenu de base Montréal maintenant, juste pour rester informé des événements comme ça. Mais il faut appeler vos députés, il faut en parler avec vos amis, votre famille, votre milieu de travail, vos syndicats, etc. Pierre, est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter? OK. Moi, j'ai une réponse très simple. Ce que je fais depuis 4 ans, c'est quand tu es tout seul, puis tu as peu confiance que ton vote va compter pour quelque chose, cogne à la porte de ton député. Tu lui demandes, avez-vous besoin d'aide? Si c'est un libéral, ben, c'est le parti au pouvoir. C'est un avantage. Moi, je l'ai fait et je pense que ça, personnellement, je pense que ça a plus de poids que les pétitions, que les coups de fil dérangeants. Tu es quelqu'un de l'intérieur, tu es un ami, ils vont t'accueillir à bras ouverts. Là, tu leur dis qu'est-ce que tu veux. Conseil d'amis, là, ça fonctionne. La démocratie directe. Il y a un aspect que vous n'avez pas parlé, c'est de la criminalité, Jonathan, la baisse de la criminalité. Excuse-le, Francis. OK. Sylvia qui voulait répondre quelque chose. Moi, je pense que l'important, c'est en parler pour semer des graines, dans le fond, parce que faut être capable de vendre cette idée-là à l'ensemble de la population. Puis, comme les gens, ils comprennent pas très bien comment fonctionne le budget d'un gouvernement, mais ils ont l'impression que ça va coûter trop cher. Mais malheureusement, souvent, on nous parle juste de la colonne des dépenses, puis jamais de la colonne des revenus au gouvernement. Il ne faut pas oublier qu'il y a du cash qui rentre, puis qu'il y a du cash qui pourrait rentrer autrement, et des dépenses qui pourraient être faites aussi autrement. Donc, il faut en parler le plus possible. Puis, ben moi, je fais une pub pour le groupe de recherche et de formation sur la pauvreté. Ils ont énormément de formations intéressantes sur le revenu de base, le revenu social universel garanti. Si vous avez le goût de vous former, ça va de 20 minutes à aller jusqu'à une journée là, de réflexion sur cet enjeu-là. Fait que je vous invite à y aller. Puis la réponse à Francis sur la criminalité, nous, on croit, en tout cas, pour avoir eu énormément de témoignages de personnes de la cité sociale qui rêvaient du projet de société d'un revenu social universel garanti, ce qu'ils disaient, c'est que enfin, je ne serais pas obligé de vendre de la drogue, je ne serais plus obligé de me prostituer pour être capable d'arriver, parce que malheureusement, ces gens-là, ils le font, parce que 690 par mois, ils ont quel autre choix? Oui, absolument. Et je pense qu'on a eu une question. Oui, c'est ça. Donc, également, on a eu une question sur Zoom qui va un petit peu dans la même direction. Il y a beaucoup de coûts qu'on ne reconnaisse pas dans nos budgets, dans nos calculs, que ce soit la criminalité, le burn-out, la santé mentale, etc. Et également, comme vous avez discuté un petit peu tout à l'heure, beaucoup de travail qui n'est pas rémunéré. Travail des femmes à la maison, des personnes qui aident leurs parents qui sont malades, etc., etc. Alors, un revenu de base, ça va nous aider à stabiliser les finances des personnes et par la suite, ça aide à stabiliser la santé mentale de beaucoup de personnes. Ça permet aux gens d'éviter la criminalité. Également, les études qui ont été faites au Manitoba, il y a eu un projet pilote dans les années 70 dont vous avez probablement entendu parler. On a démontré que l'utilisation des services de santé baisse quand même d'une manière assez importante. Et bien sûr, le système de santé, c'est l'élément le plus coûteux pour le gouvernement, point de vue budget. Donc, on peut aller chercher des économies dans le système de santé, même 10%, on parle de milliards et de milliards de dollars. Donc, c'est quelque chose, je pense, il y a des coûts et il faut également regarder les revenus des deux côtés. Je vais prendre peut-être une autre question. Ouais. Les loyers qui sont hors de prix, là, il faudrait légiférer parce que si on a 24 000 par année et que les propriétaires en rendent 18 000 parce que 1 800 par mois, what the heck, là? Ouais, mais Pas logique. Il n'y a pas de oui, mais c'est ça. Je l'ai dit, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais. C'est hors de prix.
Donc, je pense, souvent, une des critiques... La montée de l'itinérance, c'est ça. Ouais, donc, juste pour résumer, le point ou la question, c'est qu'il faut également potentiellement contrôler le prix du logement pour éviter qu'un revenu de base soit versé juste aux propriétaires de bâtiments puis que nos loyers augmentent en proportion d'un revenu de base. Alors, en effet, l'inflation, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Mais les études qui ont été faites, en Alaska, ils ont un dividende national. C'est seulement 3 000 $ environ par an à tous les résidents de l'Alaska. Mais il n'y a eu aucune preuve que ça menait à de l'inflation, ni pour les loyers, ni pour les autres produits et services que les gens achètent. Même chose au Manitoba, projet pilote en Finlande, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de preuves que c'est lié à l'inflation. Il y a des crises du logement, ça c'est un autre problème. C'est en partie relié. Mais quand les gens disent le revenu de base, ça va mener à l'inflation, on peut dire, ben, il faut le prouver. Et il n'y a aucune preuve à date que c'est leur cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attaquer aux crises du logement et à d'autres problèmes en même temps. Est-ce que vous avez des Pierre ou Sylvia? Oui, OK. Ben, je pense que Ah non, c'est vrai, il y a, C'est il y a des gens sur Zoom, Ouais, fait que je parle pas assez fort pour le Zoom. Faut être bien en face du micro, je vais le redire, parce que c'est vrai que sinon, les gens de Zoom, c'est très directionnel. Ouais. Non. Moi, j'ai eu la chance de faire énormément de panels avec des économistes sur le revenu social universel garanti. Eux, ils croyaient pas tant à la possibilité de mettre ça en place, sauf que ils trouvaient que le projet de société du Front commun était vraiment intéressant. Puis un économiste avait dit faut pas vraiment craindre l'inflation avec en mettant en place un revenu de base, parce que c'est en cause de la libre concurrence. L'exemple qu'il disait, c'était si Tim Hortons garde sa tasse de café au même prix, bien Second Cup va faire la même affaire, puis etc. Fait que, tu sais, même si on a plus de cash, il faut faire confiance à la libre concurrence, là, et ce qui va faire que ça ne va pas augmenter. Mais je suis d'accord qu'il faut faire attention pour que les biens essentiels n'augmentent pas comme le loyer. Il y a des propriétaires qui sont virulents, mettons, dans les augmentations de loyer, mais je pense pas que c'est le revenu de base qui va avoir cet impact-là. C'est la crise du logement actuel, le problème, et pas tant la mise en place d'un revenu de base. Je pense qu'il faut légiférer en même temps qu'on met en place un revenu de base pour s'assurer que les propriétaires véreux n'augmentent pas les loyers. J'ai une question à faire là-dessus. Oui. Bonjour. J'ai une suggestion à faire aussi sur le niveau de l'importance du rôle que la ville a joué là-dedans. Parce qu'il n'y a rien à faire. L'augmentation de taxes, c'est les propriétaires qui l'absorbent aussi. Donc malheureusement, on est obligé aussi d'une certaine manière de devoir le mettre sur nos locataires au détriment peut-être des fois de certaines situations, etc. Ouais. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver aussi de la part des pouvoirs publics au niveau de la ville de Montréal, simplement pour en mettre des salaires certaines décence par rapport à l'inflation. Parce que ça ne fait qu'augmenter. Le salaire n'augmente pas. Ouais. Donc, je vais essayer de résumer pour les personnes sur Zoom. Je pense le point, c'est qu'il y a également du travail à faire de la part de la Ville de Montréal ou d'autres gouvernements qui imposent des taxes, que ce soit taxes sur l'impôt, taxes sur la propriété, de garder ça, de ne pas les augmenter plus rapidement que les salaires. Parce que d'une manière ou d'une autre, les taxes sont souvent retransmises aux locataires ou à d'autres consommateurs. Est-ce que j'espère que j'ai bien... C'est exactement ça, oui. OK. Donc... Mais disons que c'est un autre débat. Oui, c'est ça. Je pense que c'est les taxes et l'inflation et la croissance des salaires ou le manque de croissance des salaires. C'est un débat plus large. Et chez UBI Works, un des arguments qu'on donne pour un revenu base, c'est que l'automatisation du travail et le outsourcing, faire fabriquer nos vêtements en Chine, etc., c'est en partie à cause de ça que les salaires n'augmentent pas, malgré que la productivité économique, de manière générale, augmente. Et les programmes qu'on a en ce moment ne fonctionnent pas. On n'est pas capable, pour plusieurs raisons, et ça devient complexe rapidement, mais on n'est pas capable de donner des augmentations salariales aux salariés avec les programmes qu'on a en place. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un revenu de base, d'une certaine manière, ce serait une augmentation de salaire pour beaucoup de personnes et qui va aider à minimiser les dégâts de l'automatisation et du outsourcing
à travers le monde. J'ai juste, je vais rebondir là-dessus. Moi, j'ai un gros problème au niveau, dans ma tête, si on veut. D'une certaine manière, ils nous accordent des aides et ils mettent un plafond maximum qu'on peut gagner pour avoir cette aide. Tu veux dire pas. Donc, il y a un plafond où on perd les aides si on dépasse. La PCU, ouais. OK, ben, je sais qu'on est déjà privilégié d'avoir cette aide, etc. Donc, merci, mais le plafond qu'ils mettent de 1 000 $, n'est pas forcément en réalité avec ton train de vie. Oui, donc en effet, le PCU, dès qu'on avait des revenus au-dessus de 1 000 $, on perdait le PCU. La nouvelle version du PCU, de ce que je comprends, et je ne suis pas un expert sur le sujet, on n'a plus cette contrainte, on peut continuer à gagner de l'argent tout en recevant le nouveau PCU, je ne me souviens plus le nom exact en français, de la nouvelle version. Donc ils ont changé ça. Ça, c'était en partie grâce aux critiques du Parti conservateur et du NPD qui ont critiqué ce seuil de 1 000 $. Et là, la nouvelle version, on n'a plus ce seuil de 1 000 $. Et c'est pour ça qu'on insiste un revenu minimum garanti de 24 000 $. Puis les personnes vont pouvoir garder les revenus supplémentaires qu'ils ont, mais ils vont avoir ce plancher plutôt en dessous de leur pied de 24 000 $ par an. Ça, c'est le programme qui est proposé par UBI Works. Bien sûr, il y a d'autres programmes proposés par d'autres personnes. Mais en effet, est-ce qu'on peut prendre d'autres questions? Puis peut-être, s'il y a d'autres questions. Et ensuite... ouais. Ouais. Donc, juste pour reprendre un petit peu, c'est qu'il faut continuer à lutter pour d'autres enjeux très importants comme le logement social, d'autres enjeux de solidarité. On est tout à fait d'accord. Et le point que je mettrais, peut-être moi je vais faire ma petite conclusion et par la suite Pierre et Laurence peuvent également en rajouter, c'est que je pense en tout cas qu'un revenu de base, ça va nous permettre de mener encore plus de lutte. Le revenu de base, le revenu non garanti, un dividende national, ça va nous offrir la liberté de choisir notre emploi, de choisir nos études et de choisir nos luttes. Imaginons, si on a tous 24 000 $ par an garantis, on va pouvoir mener plein de luttes pour les logements sociaux, pour l'environnement, pour plein de choses à travers le Canada, le Québec et Montréal. Alors pour moi, le revenu de base, c'est la liberté de choisir son avenir, de contribuer à la société, d'aider nos proches. Et j'espère que vous allez nous aider à mettre ça en place au Québec, au Canada, puis à Montréal. Et je passe la parole peut-être à Laurence, si tu veux faire une petite conclusion. Et bien sûr, moi, je vais rester par la suite pour discuter avec tous ceux et celles qui veulent. Alors, dernière fois, je vais Bien, je conclurai simplement en disant que je ne suis pas une experte des technicalités du revenu de base, mais il m'apparaît qu'il faut définitivement s'engager dans la décroissance. Et on parle beaucoup des coûts associés à la mise en place d'un programme de revenu de base, mais moi, je pense qu'on peut tout simplement penser à d'autres manières de réformer notre système de taxation. C'est possible de taxer davantage les personnes qui ont des très grandes fortunes et des très grandes fortunes patrimoniales aussi, donc des personnes qui ne produisent aucune richesse en soi. C'est aussi possible de taxer davantage des entreprises qui polluent massivement la planète. Donc, je pense qu'il y a toutes sortes d'avenues dans lesquelles les gouvernements peuvent s'engager et choisissent de ne pas le faire parce qu'ils ont leurs propres intérêts à ne pas le faire. Mais je pense qu'on peut tous s'engager à mettre plus de pression sur ces enjeux-là. Ça m'apparaît tout à fait important. Et voilà, je vous encourage tout simplement à vous renseigner puis à spread the word autour de vous sur le revenu de base. Merci beaucoup. Sylvia, veux-tu dire quelque chose?
Ben, moi, je vous invite à rêver qu'un autre monde est possible et qu'on n'est pas pogné dans ce monde-là forever. Parce qu'un monde où les essentiels, les jobs essentiels sont payés au salaire minimum et que pour moi, ça a un non-sens présentement, dans le système dans lequel on est, d'être cette obligation de travailler plus que ce qu'on est capable de le faire dans les faits. Là. Moi, j'aimerais bien pouvoir travailler seulement 3 jours semaine et pouvoir m'occuper de mon petit coco plus souvent. Bonjour, je voulais vous remercier tous d'être venus, nombreux, parce que c'était le maximum qu'on pouvait être, donc c'est parfait, vous étiez les personnes parfaites pour venir, on a rempli l'espace au maximum, c'est super. Donc ben, voilà, je vous remercie d'être là, je veux remercier Espace La Fontaine qui nous a accueillis parce qu'il y avait le choix et ils ont été très collaboratifs. Maison d'Aurore qui nous a prêté du matériel. Évidemment, Revenu de base Québec qui nous a beaucoup aidé à l'organisation et Income Movement parce que cet événement se fait dans le cadre d'un événement international qui a lieu en ce moment. Partout à travers le monde, les gens sont en train de marcher pour le revenu de base. Il y a vraiment beaucoup d'espoir en ce moment sur le sujet parce que les militants se multiplient à la seconde. Donc, faites partie du mouvement parce que c'est maintenant que ça peut se passer. Donc, renseignez-vous, venez sur le groupe Revenu de base Québec, Revenu de base Montréal. On diffuse beaucoup d'informations. Vous pouvez commencer à connaître super bien le sujet. C'est sûr que ce n'est pas en faisant un petit événement comme ça qu'on peut vous donner toutes les infos. Donc, continuez à vous documenter, à vous renseigner et parlez-en autour de vous, partagez les informations. Allez-y au maximum. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Claudia. C'est surtout Claudia qui a tout organisé. Donc, un grand merci à Claudia.